Franchement, l'allaitement pour moi, ça a été vraiment un enfer. Parce que c'est vraiment de l'entêtement et de l'obstination à un certain point. En fait, je crois que ce qui est le plus choquant, c'est à quel point on se sent désarmé. Même dégueulasse, je dois vous dire, c'était dégueulasse en fait. J'avais mal partout, c'était vraiment la catastrophe. Et là, vraiment, j'ai failli tout arrêter parce que j'ai cru que... Enfin, des fois, on a l'impression qu'on va mourir, quoi. Salut les terriens, salut les mamans, salut les papas. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo blabla. Et c'est pour parler d'un sujet qui concerne la survie de l'humanité. Et donc c'est pour ça que j'aime bien vous appeler les petits terriens, les terriens. C'est un sujet très sérieux en fait, c'est l'allaitement. Alors là j'en souris et je vous accueille avec joie et j'essaie de vous donner envie. Mais franchement l'allaitement pour moi ça a été vraiment un enfer. En tout cas au début. Au début ça a été vraiment très difficile. J'ai vraiment failli tout arrêter plusieurs fois. J'ai vraiment failli laisser tomber parce que maintenant avec le recul, parce que ça fait à peu près, ça va faire 1 an que je n'allaite plus et j'ai allaité pendant plus d'1 an depuis la naissance de mon pitchoun Arthur jusqu'à ses 12-13 mois on va dire, je l'ai allaité et c'était un enfer. Les 2 premiers mois ont été vraiment un enfer, c'était vraiment très difficile et avec le recul je peux vraiment dire que c'est la chose la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Et en faisant cette vidéo j'espère partager avec vous mon expérience, vous partager ce dont j'ai eu besoin, comment je l'ai trouvé, et même si vous n'avez rencontré pas les mêmes difficultés, qu'à travers cette vidéo vous ressentiez du soutien, parce que à travers toutes ces péripéties de l'allaitement, je crois que ce dont j'ai eu le plus besoin et ce qui m'a fait le plus de bien, c'est le soutien, notamment le soutien de Marco, à mon conjoint. Parce que parfois je sais aussi que dans certains couples le conjoint voilà, ne tient pas spécialement à ce que sa femme allaite et c'est la mère qui s'entête, parce que c'est vraiment de l'entêtement et de l'obstination à un certain point. En tout cas pour moi ça l'a été. Donc du coup, voilà, je voulais partager avec vous mon expérience. C'est vraiment un pur partage d'expérience, un pur témoignage de ce que j'ai vécu. En aucun cas, je ne pense tout savoir sur l'allaitement, je pense que c'est important de le préciser. Et il y a des personnes bien plus compétentes que moi au niveau de l'allaitement. Je veux simplement vous faire un retour d'expérience et j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous dans cette aventure de l'allaitement, d'autant plus quand c'est un premier bébé. Donc voilà, donc on va commencer. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer d'aller droit au but. Je me suis fait une petite liste, je vous cache pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps je veux pas que ça dure une éternité. Alors déjà je voulais vous dire que j'avais fait la préparation à l'allaitement avec ma sage-femme. Avant d'accoucher, j'ai donc choisi de faire un accouchement à la maison, dont on vous a déjà parlé, à Marco et moi, on vous a raconté comment ça s'était passé dans une autre vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et vous savez, vous avez les petites fiches avec le petit i d'information sur YouTube pour voir la vidéo. Et vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo là, donc regardez cette vidéo tranquillement et retrouvez la vidéo ensuite. Donc on vous a fait déjà une vidéo sur l'accouchement à la maison et mes 2 sages-femmes qui ont fait le suivi de grossesse et qui s'occupent des accouchements à la maison ensemble nous avaient fait la préparation à l'accouchement et une séance de préparation à l'allaitement d'environ 2 heures. Dans la préparation à l'allaitement on a vu en fait, surtout quand ça se passait bien. Et c'est vrai que l'allaitement se passe très bien pour un grand nombre de femmes. En fait, je connais pas du tout les statistiques, donc je peux pas vous dire si c'est la normalité ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de femmes qui ont de grandes facilités à allaiter. Et quand j'ai partagé mon expérience avec d'autres femmes que je connais qui ont allaité, elles m'ont dit ah mais moi ça s'est pas du tout passé comme ça a été très naturel, j'ai mis le bébé au sein et tout a roulé tout de suite. Donc surtout vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes enceinte, il y a plein de mamans pour qui c'est hyper fluide l'allaitement et pour qui ça se passe très bien dès le premier jour. Je pense que c'est important de le préciser. Alors donc on a fait cet accouchement à la maison et dans la vidéo vous retrouverez les raisons et ce qui s'est passé et pourquoi en fait je me suis retrouvée à la maternité. Et j'ai fait la première tétée à la maison. Quand la sage-femme est arrivée, elle m'a dit de mettre Arthur au sein.
Donc on a ce tout petit bébé tout frais qui vient naître cette vie. La dernière fois que j'avais porté un nourrisson, c'était il y a des années, et j'avais pas eu dans les bras vraiment un tout petit bébé qui vient de sortir du ventre. Voilà, c'est rare quand même. Et donc du coup j'avais ce bébé sur moi, et du coup je l'ai mis au sein assez naturellement, et il a chouiné, mâchouillé, je sais pas trop comment on peut dire, mon sein. Et ça, c'était la première tétée à la maison. Et la deuxième tétée, c'était à la maternité, après que le chirurgien m'ait recousu de ma déchirure. Alors déjà, je peux vous dire que cette deuxième tétée, c'était pas facile du tout, parce qu'en fait, j'étais vraiment exténuée, j'étais épuisée. Et à la maternité, en fait, les puéricultrices, sages-femmes, les personnes qui étaient là insistaient absolument pour que je mette Arthur au sein, vu que j'avais décidé d'allaiter. Et j'étais vraiment crevée, et je pense que Arthur aussi était assez fatigué, il réclamait pas plus que ça pour téter. Et du coup c'était très difficile, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc je l'ai mis au sein, vraiment assez rapidement finalement de mes souvenirs. Et après je l'ai reposé, je le gardais à côté de moi je crois. Et j'ai fait une pause parce que tout s'était enchaîné très vite, et en fait je ne m'étais pas reposée depuis que j'avais eu les premières contractions le matin. Donc j'étais vraiment crevée, mais archi HS quoi. Et en fait assez rapidement les sages-femmes m'ont parlé du fait que j'avais les tétons plats. C'était la première fois que j'entendais parler de ça, et c'est vrai que à la préparation à l'accouchement, à la préparation à l'allaitement, ou même lors des visites avec les sages-femmes, on n'avait pas spécialement parlé de la forme des seins ou de la forme des tétons, et j'ai appris que j'avais en fait les tétons plats. Et donc du coup les sages-femmes m'ont montré à la maternité comment, on va dire, pincer mon sein pour le mettre dans la bouche du bébé, dans la bouche de mon bébé, pour l'aider à prendre le sein en fait. Donc c'est vrai que déjà c'était une spécificité, et il y a vraiment ce côté pincement en fait, ça me faisait mal, c'était pas une douleur insupportable, et vous allez voir que la douleur va revenir beaucoup dans mon témoignage, donc c'était pas le truc qui m'a fait le plus mal, mais c'était déjà assez désagréable, je vous avoue, et j'étais assez surprise que la sage-femme me prenne mon sein comme ça. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait, bon, je lui ai dit c'est bon, je vais prendre le coup de main quoi, je vais le prendre rapidement, parce que quelqu'un me fasse ça, ça me plaît pas trop en fait. Alors ce qui m'a surprise un petit peu aussi à la maternité, et après j'ai eu des échos de ma sage-femme que ça lui paraissait absolument incroyable qu'on ait fait ça, c'est qu'en fait comme Arthur avait du mal à prendre le sein, les sages-femmes m'ont suggéré de prendre un petit peu de lait en poudre industriel, hein, et de lui en mettre quelques gouttes sur la lèvre pour lui donner envie de téter. Alors, c'est vraiment bizarre avec le recul, parce qu'en fait Arthur, ce tout petit bébé, avait vraiment envie de téter, ne montrait absolument aucun signe de ne pas avoir envie de téter régulièrement. Et ce lait-là venait vraiment faire irruption dans ma chambre et dans notre relation tous les deux, pour absolument aucune raison valable. Avec le recul, sur le moment, je ne le savais pas, j'étais fatiguée, le papa Marco ne savait pas beaucoup plus que moi, et comme ce sont des personnes entre guillemets qui ont une certaine autorité de par le fait qu'elles sont sages-femmes, puéricultrices, et qu'on suppose qu'elles savent, du coup je les ai laissées faire. Mais en fait avec le recul il n'y avait vraiment pas besoin de donner ces gouttes de lait, puisque Arthur de toute façon prenait le sein, mais bien sûr rencontrait des difficultés du fait que j'avais ce téton plat et d'autres problèmes qui à ce moment-là n'étaient pas du tout connus et que personne n'avait détecté. Donc du coup, voilà, j'ai eu un petit peu de lait industriel à ce moment-là, sans aucune raison, si ce n'est peut-être le fait de me mettre dans l'idée que je n'étais peut-être pas une maman capable d'allaiter mon enfant, et qu'il fallait vite le mettre au biberon avec du lait industriel dedans. Et c'est là que je vais clairement dire le fond de ma pensée, c'est qu'en tout cas dans cette maternité, je pense clairement que le personnel qui s'occupe des mamans et des nourrissons n'est pas du tout compétent dans le domaine de l'allaitement. Ils ont certainement d'autres compétences sur les autres sujets de la maternité, mais en termes d'allaitement, elles ne sont pas formées, elles, parce que je n'ai vu que des femmes, elles ne sont pas formées, elles ne sont même pas informées, puisqu'il y a énormément d'informations que l'on trouve en ligne gratuitement, et dont c'est quand même le métier d'accompagner les mamans dans l'allaitement. Eh bien, on va dire qu'elles en savent à peu près rien quand ça ne va pas comme ça devrait aller, et quand ça se fait pas naturellement. Et on va pas dire qu'elles sont compétentes quand ça se fait naturellement et que finalement elles n'ont rien eu à faire.
Donc il faut savoir qu'elles m'ont donné de la tisane d'allaitement pour stimuler ma production de lait alors que j'avais les seins qui faisaient à peu près cette taille-là et qu'ils étaient absolument gorgés de lait. Et personne ne m'a dit d'arrêter de boire cette tisane avant que mes seins explosent. J'avais juste des seins énormes et on continuait de m'en donner en me disant qu'il fallait que je continue de boire cette tisane qui stimule la production de lait. Et donc quand ma sage-femme m'a vue avec mes seins, elle m'a dit « Arrête tout, stop, on arrête la tisane d'allaitement, tu en as beaucoup du lait, c'est bon ». Et c'est une de mes grandes chances d'ailleurs dans cette difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de lait. Et c'est pas le cas de toutes les femmes, quasiment toutes les femmes peuvent allaiter, mais c'est vrai que moi j'avais vraiment beaucoup de lait et mes seins avaient vraiment une capacité à produire du lait et du coup je n'ai jamais manqué de lait, je n'ai jamais eu le doute de ne pas avoir assez de lait parce que parfois c'est juste un simple doute qui s'est mis dans notre esprit et donc du coup ça a vraiment, de ce côté-là c'était ma grande chance. Ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'étais à la maternité, j'ai reçu une grosse pression du personnel soignant par rapport au poids du bébé. Le personnel m'a dit oui attention, s'il perd du poids, faudra absolument passer au biberon, vous ne pourrez pas continuer de l'allaiter exclusivement. Sachant qu'en fait quand on allaite à ce stade là, c'est soit on allaite exclusivement, soit on n'allaite pas du tout. C'est très rare d'arriver à mettre en place un allaitement mixte quand le bébé est si petit. Par la suite, c'est éventuellement possible, mais à ce stade-là, quand on a la montée de lait, il faut absolument que le bébé tète beaucoup pour qu'il ait ses besoins qui soient comblés en lait, que la maman produise suffisamment de lait pour que ça corresponde aux besoins du bébé. Donc du coup, il n'était pas du tout question pour moi d'introduire le biberon, et c'est vrai que c'est une sorte, et c'est une forme de chantage. En fait, on est vraiment, moi je me suis sentie un peu pris au piège entre ce personnel soignant incompétent qui me donnait des mauvais conseils et qui en plus se permettait de me mettre la pression alors que je leur avais absolument rien demandé. Alors une autre chance, c'est qu'en ayant fait un accouchement à la maison, je n'ai pas eu de perfusion. Je n'étais pas perfusée et il faut savoir que les perfusions incluent en fait quand on est perfusé, on a du liquide qui va dans le sang et en fait le bébé quand il naît, on suppose, il y a certaines études qui ont été faites là-dessus, que le bébé en fait pèse plus lourd à la naissance et qu'en fait le poids qu'il perd dans les premiers jours qui suivent sa naissance, c'est souvent en fait l'eau et ce liquide de la perfusion que lui aussi a absorbé à travers le placenta et le cordon ombilical. Et donc du coup quand il perd du poids, c'est souvent dû à cette perfusion en fait. Et à d'autres facteurs également, mais pas nécessairement au fait qu'il ne boit pas suffisamment de lait. Et donc en fait la perte de poids est tronquée et biaisée à cause de cette perte. Donc moi c'était pas le cas, donc c'est vrai qu'Arthur il n'a pas perdu de poids ou un tout petit peu, mais en tout cas c'est pas arrivé à un stade où c'était inquiétant. Et après il a repris du poids, donc du coup personne ne m'a forcé à arrêter d'allaiter parce que Arthur perdait du poids. Alors dans cette ambiance absolument idyllique, je dis bien ça ironiquement, l'idée c'était de partir le plus vite possible. Alors déjà au départ j'étais pas censée rester à la maternité, j'étais pas censée y aller du tout, mais clairement avec Marc on était complètement d'accord sur le fait de pouvoir sortir le plus vite possible. Donc le lendemain que j'étais rentrée, le 31 décembre, je suis sortie de la maternité. Le fait de sortir de la maternité m'a permis de rentrer dans mon cocon à la maison et de pouvoir faire mon allaitement, procéder à mon allaitement avec mon petit bébé, d'apprendre à se connaître sans avoir toutes ces interférences de personnes qui interviennent et qui ne sont clairement pas, encore une fois je vais le dire, compétentes. Donc l'idée c'était de partir le plus vite possible de la maternité et c'était difficile dans le sens que il voulait absolument qu'on voie le pédiatre. Donc il y a une pédiatre qui est venue et qui, quand elle a examiné Arthur, a remarqué qu'il avait un frein de langue, c'est-à-dire qu'en fait sa langue était encore trop attachée à sa mâchoire inférieure par rapport à ce que ça aurait dû être à la naissance. En fait, dans le ventre de la mère, normalement la langue se détache plus que ça et le frein de langue qu'on a ici en fait sous la langue doit être court quand le bébé naît. Et le fait qu'il soit rattaché, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, normal. Et donc du coup elle nous l'a signalé quand elle a fait la visite médicale d'Arthur à la sortie de la maternité. Mais elle n'a pas fait le lien avec les problèmes d'allaitement que je rencontrais. C'est-à-dire qu'elle, du point de vue du bébé, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal, mais elle m'a pas dit si vous rencontrez des problèmes d'allaitement, ça peut venir de ça. Je ne le savais pas, je l'ai découvert par la suite.
Et en fait, non seulement Arthur avait un frein de langue, mais en plus il avait un frein de lèvre. C'est-à-dire que sa lèvre supérieure est trop rattachée ici à sa gencive. Et ça, on l'a découvert même encore par la suite, parce qu'en fait, il a les dents du bonheur. Et les dents du bonheur, c'est quand on a les lèvres, la lèvre qui est trop rattachée à la gencive, et ça existe aussi pour la lèvre inférieure. Et ce qu'il faut savoir pour l'allaitement, c'est que la position des lèvres et de la langue est extrêmement importante. La position des lèvres et de la langue du bébé est très importante par rapport au sein, pour pouvoir bien stimuler le sein, avoir une bonne prise au sein, et pouvoir téter correctement et avoir une tétée efficace. Et qui ne fasse pas mal à la maman, parce que l'allaitement normalement ne doit pas faire mal. Donc du coup, quand on est sorti de la maternité, vous voyez qu'il y avait déjà des choses qui commençaient à apparaître comme problématiques, mais le lien avec l'allaitement et les difficultés que je commençais à rencontrer et les crevasses qui commençaient à se former de plus en plus jour après jour, ben voilà, il y avait déjà des choses qui avaient été détectées. On est rentré à la maison, on s'est retrouvé dans ce cocon, et là, vu les difficultés que je rencontrais, j'ai dit il faut absolument que je rencontre quelqu'un qui est compétent dans matière d'allaitement. Et ça m'a permis en fait de faire ce raisonnement, de devoir réfléchir à qui j'écoutais en fait, qui j'écoutais par rapport à cet allaitement, qui j'écoutais, quel type de conseils je recevais, et si vraiment ces conseils il fallait pas les filtrer et carrément les oublier comme si on me les avait jamais donnés. Et donc du coup je suis repartie de zéro et j'ai commencé vraiment à réfléchir vers qui j'allais me tourner. J'ai commencé à avoir des crevasses, et ces crevasses étaient vraiment extrêmement douloureuses. C'est absolument immonde, on n'imagine pas, mais en fait c'est vraiment très très moche, ça fait mal, c'est une douleur. En plus j'avais été recousue, donc j'avais à peu près mal partout dans mon corps, c'est dans des endroits qui sont très sensibles, qui sont... En fait, ma sage-femme est venue à la maison faire les visites, et après j'ai vu une sage-femme libérale qui me suivait, mais... Être sage-femme et l'allaitement, c'est encore, même si la sage-femme est souvent un soutien et peut donner des conseils en allaitement, l'allaitement c'est vraiment en fait un métier à part entière. Et du coup, j'ai pris la décision de rencontrer une consultante en lactation. Et il y a une association, l'association française des consultants en lactation, c'est l'IBCLC, qui est extrêmement compétente et qui a un annuaire des consultants en lactation par département en France. Alors dans les autres pays ça doit également exister, puisque si c'est l'association française, il doit y avoir des associations un petit peu dans tous les pays. Et j'ai pris contact avec la consultante en lactation de mon département qui m'a fait une visite à la maison. Alors je vous le dis tout de suite, c'est quand même assez onéreux, mais pour moi il était hors de question d'arrêter l'allaitement par manque d'informations, et je voulais absolument comprendre ce qui se passait. Et surtout j'avais entendu d'autres familles qui ont eu des bébés en voyageant, qui m'avaient partagé leur expérience de voyage avec des nourrissons et des jeunes enfants, et qui m'avaient déjà dit qu'en fait c'était vraiment très facile de voyager avec un bébé quand on allaitait, parce que du coup on n'avait pas besoin de chercher du lait, on n'avait pas besoin de chercher de l'eau potable, et qu'on pouvait allaiter partout et n'importe où, et que c'était hygiénique, et puis que c'était la meilleure nourriture qu'on puisse donner à un enfant. D'ailleurs, si vous avez le doute sur cette affirmation, vous pouvez visiter le site de l'OMS qui est assez clair sur le sujet, puisque avant les 6 mois de l'enfant, le lait maternel est la meilleure nourriture possible pour un enfant de moins de 6 mois, c'est l'aliment parfait. Donc du coup je voulais absolument allaiter, j'ai rencontré ma consultante en lactation et on a vérifié pas mal de choses. Mais juste avant ça, en discutant avec elle au téléphone, elle m'a dit il faut absolument faire couper ce frein de langue, c'est la raison pour laquelle tu as des difficultés avec l'allaitement, enfin une des raisons en tout cas pour laquelle tu peux rencontrer des difficultés avec l'allaitement. Et en fait je lui ai envoyé des photos et c'était clair. Et j'ai discuté avec une autre maman qui a allaité tous ses enfants, elle en a eu 3 je crois, et les 3 avaient des problèmes de frein de langue et de frein de lèvres, et elle les a tous fait couper on va dire. C'est ça fait un peu peur quand on parle de couper des freins de langue et des freins de lèvres à des tout petits nourrissons qui ont à peine 2 jours ou 1 semaine parfois. Mais pourtant ça leur fait pas mal en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est leur rendre service et nous rendre service. Donc du coup j'ai cherché un médecin qui voudrait bien couper le frein de langue, et il s'avère que c'est vraiment très difficile de trouver un médecin, en tout cas en province,
qui accepte de couper un frein de langue. Et j'ai trouvé une pédiatre à la maternité, aux urgences pédiatriques, pardon, à Périgueux, qui a bien voulu couper le frein de langue, et c'est grâce à ma sage-femme qui m'a donné ses coordonnées. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup du bouche à oreille, c'est demandé, et en fait c'est peu connu. C'est comme si cette information au fur et à mesure des années, des siècles, était passée aux oubliettes en fait, et que les quelques praticiens un petit peu compétents dans le domaine, ben, pour les trouver, il fallait aller à la pêche aux informations. Enfin moi j'étais vraiment surprise que ça soit aussi difficile en fait ce parcours, sachant qu'en plus on est épuisé, qu'on a un nourrisson dans les bras dont il faut s'occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai trouvé que l'accompagnement de notre société était vraiment catastrophique. Voilà, comme ça vous savez ce que je pense. En fait, ce qui m'a fait réagir au fait de vraiment demander de l'aide à des personnes compétentes et qualifiées dans le domaine de l'allaitement, c'est que quand je mettais Arthur au sein, j'avais tellement mal, mais vraiment une douleur mais indescriptible, c'était vraiment l'enfer, que j'en pleurais, j'en pouvais plus et je ne voulais plus le mettre au sein en fait, je ne pouvais plus le mettre au sein, c'était au-dessus de mes forces. Et vous savez, en tant que mère et en tant que nouvelle maman, je crois que c'est un sentiment qui est vraiment très difficile à vivre, très difficile à accepter, d'accepter cette limite-là quand on se dit, en plus je me disais mais c'est incroyable parce que on vit dans une société où bien sûr qu'on peut donner le biberon et qu'on peut donner du lait en poudre, et c'est une possibilité, c'est une option qui est offerte aux femmes et aux familles de façon plus générale, puisque c'est aussi une décision à prendre avec le papa. Et je me suis dit, on a cette chance en fait dans notre société, mais j'ai repensé en fait à nos mères, à nos grands-mères et à nos arrière-grands-mères qui ne pouvaient pas nécessairement, enfin des générations et des générations de femmes qui n'avaient pas cette option-là, et je me suis dit, mais la souffrance, elles ont dû se sentir mais vraiment abandonnées par la nature en fait, d'être dans cette position là, et je me suis dit mais ça a dû être des drames dans des familles quoi. Et je repensais à ça en fait à ce moment là, et voilà, je savais bien qu'il existait d'autres options et que mon bébé n'allait pas mourir par manque de lait, et puis il existait sûrement à l'époque aussi la possibilité des nourrices, ou la possibilité qu'une autre femme dans la famille allaite un bébé si une des femmes ne pouvait pas allaiter, enfin certainement qu'il devait exister des solutions comme celle-là, mais je me suis dit, voilà, en fait je crois que ce qui est le plus choquant, c'est à quel point on se sent désarmé face à cette situation-là en tant que mère, et qu'on est vraiment mis à rude épreuve. Et voilà, c'est un sentiment que j'ai vécu, et ça a été vraiment très difficile. J'ai vraiment vécu cette période-là comme une période vraiment très difficile. Et pour vous donner un peu une idée, c'est que les choses ne se résolvent pas rapidement, parce qu'en fait, Arthur est né donc le 30 décembre, je réfléchis, le 30 décembre, et en fait on a coupé son frein de langue le 9 janvier, donc presque 10 jours après sa naissance. Donc déjà les 10 premiers jours, vous imaginez à quel point c'est long. C'est long, et en même temps ça se passe très vite, c'est un peu bizarre. J'étais quasiment alitée tout le temps parce que je pouvais pas me lever, ça me faisait beaucoup trop mal au niveau de ma déchirure, et c'était en train de cicatriser, mais ça me faisait très mal. J'avais très mal au sein à cause des crevasses. Et c'est long en fait quand on a des crevasses au sein et qu'on n'arrive pas à allaiter. Et en fait j'ai attendu en me disant ça va peut-être aller mieux, il va peut-être mieux prendre le sein, ça va passer, il faut le temps que ma peau s'habitue. Parce que bien sûr je suis blonde et j'ai la peau claire, donc bien sûr que j'ai la peau sensible, bien sûr que j'ai la peau fragile. Mais il y avait d'autres choses en fait que ça. Et en fait ce que m'ont redit après la consultante en lactation que j'ai consultée, et les personnes de la Leche League, les personnes compétentes de la Leche League, c'est mais toutes les femmes qui ont la peau claire n'ont pas tes problèmes, hein. Donc toutes les femmes blondes qui ont la peau sensible et qui ont même peut-être eu de l'eczéma dans leur vie, ou des maladies de la peau comme ça, parce qu'on a la peau fragile et sensible au froid, au chaud, etc., n'ont pas forcément ces difficultés-là avec l'allaitement. Donc il y avait bien sûr d'autres choses. Donc on a fait couper son frein de langue, enfin par une pédiatre qui a accepté de le faire. Parce que c'est vrai que c'est assez délicat quand même, il faut avoir l'habitude, il faut avoir en gros le coup de ciseau quoi, il faut se sentir sûr de soi pour un médecin. Et puis on a bien sûr été voir l'ostéo. Alors l'ostéo ça a aidé, mais vu les difficultés qu'on rencontrait, c'était pas suffisant. Il y a beaucoup de cas pour l'allaitement où l'ostéo va vraiment y faire.
J'ai eu plein d'histoires autour de moi de personnes, de mamans qui m'ont raconté qu'une fois qu'elles avaient fait une séance chez l'ostéo, voire plusieurs, mais déjà au moins une, il y a pas mal de choses qui s'étaient arrangées au niveau de l'allaitement ou du sommeil du bébé ou d'autres difficultés qu'elles pouvaient rencontrer avec leur enfant. Moi j'avoue que les séances d'ostéo, j'ai vu absolument aucune différence entre avant et après, même si ça a pu aider sur la forme de la tête, etc. Au niveau de l'allaitement, à proprement parler, j'ai pas vu de différence, mais parce que les problèmes qu'on rencontrait, Arthur et moi, étaient plus profonds que ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand on a coupé le frein de langue, j'espérais qu'en coupant ce frein de langue, ça résolverait la plupart de nos difficultés et que du coup, je pourrais remettre Arthur au sein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais toujours des crevasses et malgré qu'on avait coupé le frein de langue, j'avais toujours des douleurs, ça me faisait toujours très très mal. Et donc en fait, j'ai décidé de tirer mon lait. C'est ce que ma sage-femme m'a conseillé. Elle m'a dit de toute façon, tu peux pas continuer, tu souffres trop. Donc j'ai pris un tire-lait à la pharmacie, hein, ce qui est très courant et très facile à faire d'ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à tirer mon lait. Alors, j'ai bien sûr essayé de mettre de la lanoline sur mon téton et mon sein, mais la lanoline à ce stade n'était pas du tout suffisant. Et en fait, ma consultante en lactation m'a conseillé de faire des compresses de mon propre lait. Donc à chaque fois que je tirais mon lait, je mettais du lait sur une compresse stérile pour éviter toutes les infections. J'avais acheté un énorme paquet de compresses. Et à chaque fois que je tirais mon lait, je changeais mes compresses, je mettais des compresses sur mes seins, sur mes tétons en fait, pour les aider à guérir, parce que le lait maternel aide à guérir les crevasses et est cicatrisant. C'est effectivement, de tout ce que j'ai pu tester, c'est ce qui marche le mieux. Donc j'ai vraiment apprécié cette technique là. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où j'ai tiré mon lait, il a fallu trouver une solution pour donner le lait, mon propre lait, à bébé Arthur. Et là, en fait, il y a un panel de solutions qui s'offre à nous. Soit on lui donne au biberon, mais alors la remise au sein va être extrêmement difficile parce qu'en fait, le nourrisson va confondre la tétine. Enfin, il y a un risque de confusion sein-tétine, c'est-à-dire que l'enfant confond la tétine et le sein, et du coup, vous essayez de téter le sein comme il tète la tétine, mais en fait, c'est pas possible parce que la succion et la façon de téter au sein et au biberon ne sont pas du tout identiques, et donc du coup, la remise au sein devient très très difficile. Donc, comme moi, j'espérais pouvoir le remettre au sein, dans l'idée aussi de voyager, puis pour pouvoir profiter de mon allaitement en fait, j'ai pas voulu le biberon. Donc après, la sage-femme m'a conseillé en fait d'utiliser une seringue qu'on trouve en pharmacie, qu'elle m'a apporté le jour-là, une petite seringue avec un tuyau. Et du coup, un tuyau qu'elle avait, un tuyau, voilà, je crois que c'est un tuyau gastrique pour les bébés, mais vraiment tout fin, enfin voilà. Et de lui donner le lait comme ça à la seringue pour éviter qu'en fait il se retrouve à téter un biberon et tétine. On a aussi essayé un biberon spécial qui est supposé éviter la confusion sein-tétine, et en fait Arthur n'a jamais voulu téter ce biberon. Il n'a jamais voulu prendre le biberon, c'est un truc qui ne lui plaisait pas du tout. Donc on n'a jamais réussi. De toute façon, on aurait voulu lui mettre un biberon dans la bouche, on n'y arrivait pas et il le refusait, il ne le tétait pas et comprenait pas que ça se tétait en fait. Donc on a vite laissé tomber cette histoire du biberon et en fait on lui donnait au doigt, sur le petit doigt, on scotchait le tuyau ici, avec l'autre main on tenait la seringue, puis on tentait tant bien que mal de tenir le bébé, et on mettait notre petit doigt dans sa bouche pour qu'il tète en fait notre petit doigt, et on faisait glisser tout doucement le lait en fait pour qu'il l'avale. Et ça a duré un petit moment, parce qu'en fait j'ai voulu attendre que mes crevasses guérissent. J'avais tellement mal, ça me faisait tellement mal, et en fait à chaque fois que je le remettais au sein, j'avais toujours mal. Et du coup, j'avais pas envie de le remettre au sein, quoi. Quand je vois comme j'ai souffert, comme j'ai eu mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Entre temps, j'ai chopé une candidose. Alors une candidose, c'est en fait une mycose au niveau du sein. Et ça se soigne, bien sûr, hein, il n'y a aucun souci. On peut continuer d'allaiter tout en soignant la candidose, heureusement. Mais c'est aussi ça qui faisait que mes seins étaient, ils étaient rouges, c'était horrible, c'était affreux, vraiment, quand j'y repense. C'était vraiment, mais c'était même dégueulasse, je dois vous dire, c'était dégueulasse en fait. Du coup, j'ai soigné cette candidose en fait. Et ce qui m'a vraiment sauvée dans cet allaitement, en fait, il y a deux choses qui m'ont sauvée dans cet allaitement. La première, c'est que ma consultante en lactation de l'IBCLC m'a conseillé d'aller voir un chiropracteur. Mais pas n'importe quel chiropracteur, c'est un chiropracteur avec lequel elle a travaillé et qui est spécialisé dans la succion du nourrisson. Alors, je vous dis pas, c'est une super spécialisation quoi, c'est vachement précis. Et effectivement, c'est incroyable
quand on est allé le voir, là, il consulte à 1h30 de chez nous, donc vous imaginez c'est hyper loin, mais quand on est allé le voir, on est rentré, il était super sympa, franchement adorable. Il a fait ce qu'il avait à faire sur Arthur, il me l'a fait ce qu'il avait à faire sur moi, parce que finalement c'est une symbiose entre la maman et le bébé. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai mis Arthur au sein, j'ai tout de suite dit à Marco, je dis mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Je lui dis je n'ai plus mal. Je dis Arthur maintenant, quand il tète, j'ai l'impression qu'il c'est du chamallow en fait. Je lui dis la différence elle est mais extraordinaire. Je dis avant il tétait, c'est comme s'il mordait en fait. Je dis maintenant on a l'impression que c'est comme si j'avais un chamallow au bout du sein quoi. Et effectivement à partir de là ça a été de mieux en mieux. Alors il y a une chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai utilisé des bouts de sein en silicone. Alors les bouts de sein en silicone, que ce soit la Leche League ou la consultante en lactation, elle m'avait vraiment déconseillé de les utiliser, ou en tout cas de les utiliser en toute conscience. C'est-à-dire que le problème des bouts de sein, c'est que quand on commence à les mettre, le bébé s'habitue à ce bout de sein et du coup ça peut être très difficile de l'enlever. Et surtout, ça peut baisser la production de lait au point qu'après on ne puisse plus allaiter parce qu'on n'a plus assez de lait. Donc c'était un risque à prendre, je l'ai pris en toute connaissance de cause. J'ai décidé d'utiliser ces bouts de sein parce que sinon je n'arrivais pas à allaiter et je vous avoue que le tire-lait commençait vraiment sérieusement à me peser parce que tirer son lait c'est long. Il n'y a aucun plaisir à tirer son lait avec un tire-lait, contrairement à l'allaitement où quand on a nos bébés qui nous tètent le sein, on a des bonnes hormones qui circulent et ça peut être un plaisir en tout cas quand on souffre pas le martyre. Là le tire-lait c'est pas du tout agréable, il faut le double de temps parce que non seulement il faut tirer son lait mais il faut le conserver et après il faut parfois le réchauffer pour pouvoir le donner au bébé et du coup c'est double voire triple temps pour juste manger, donner à manger à son enfant en fait. Et donc ça commençait à devenir extrêmement contraignant. Donc du coup j'ai décidé, parce que j'avais pas décidé d'allaiter pour allaiter avec un tire-lait, donc j'ai décidé d'arrêter progressivement le tire-lait, d'utiliser des bouts de sein en silicone et d'allaiter mon bébé comme ça. Et en fait il s'avère que j'ai quand même beaucoup de chance et que j'ai toujours eu beaucoup de lait. Donc je préfère le préciser dans la vidéo parce que je sais que ça ne sera pas le cas de toutes les femmes et que les bouts de sein peuvent être la cause de la fin d'un allaitement. Donc du coup, moi, c'est vraiment les deux choses qui m'ont sauvée. Et en lisant d'autres témoignages sur internet et en écoutant d'autres vidéos de femmes qui témoignent de l'expérience de leur allaitement, en fait il s'avère qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sauvent leur allaitement, on peut le dire, grâce au bout de sein. Il existe différentes marques, ça s'achète en pharmacie, c'est très facile à trouver ou presque très facile à trouver. Et du coup, moi c'est vraiment les deux choses qui m'ont permis de mener mon allaitement à terme comme je le souhaitais. Alors j'ai allaité exclusivement pendant les 6 premiers mois de vie d'Arthur, puis ensuite on a commencé la diversification alimentaire, puis on va dire que vers les 8 mois on a introduit les biberons de lait en poudre pour compléter l'allaitement, pour que je n'ai plus que 2 tétées par jour sans avoir à tirer mon lait. Je savais qu'en introduisant le lait en poudre, je risquais de mettre fin à mon allaitement. En fait, Arthur a continué de téter mon sein et aussi de prendre le biberon. Donc c'est quand même assez particulier comme cas. Mais je pense que c'est important que j'en témoigne. Donc du coup, je l'allaitais environ une fois le matin, une fois le soir et la nuit. Et puis petit à petit il a pris un biberon le matin, un biberon le soir, le reste c'était de la nourriture normale, il a commencé à boire de l'eau aussi, et je l'allaitais la nuit. Et petit à petit en fait il n'est plus resté que l'allaitement une fois dans la nuit, enfin 2 fois au début puis une fois dans la nuit. Et quand il s'est mis à marcher en fait, 15 jours, 3 semaines après qu'il ait fait ses premiers pas, enfin marcher tout seul, hein, il a aussi sorti ses dents. Et en fait, à ce moment-là, l'allaitement la nuit s'est arrêté, il a commencé à faire ses nuits, donc du coup, il ne se réveillait plus pour allaiter. Et donc, il a continué de prendre un biberon le matin et un biberon le soir, de lait artificiel pour le coup, hein, je ne tirais pas mon lait. Donc, du coup, on peut dire que mon allaitement s'est vraiment arrêté, il avait 13 mois. Et après, il a continué de prendre du lait industriel jusqu'à ses 23 mois à peu près. Et là, maintenant, il ne boit plus de lait
de lait, ni de lait en poudre, ni de lait tout court d'ailleurs. Maintenant on boit du lait végétal à la maison, donc du lait d'avoine, du lait de riz, donc c'est pas du lait à proprement parler. Et du coup il a arrêté tout ce qui est lait de vache. On a encore de l'apport en lait de vache dans les vaches qui rient, ou de temps en temps dans un yaourt, ou une crème à la vanille, des choses comme ça, mais il n'a plus de biberon de lait. Donc mon allaitement a commencé à être vraiment un plaisir. Alors ça a été un plaisir dans les premiers jours quand c'était le colostrum, on va dire les 2 premiers jours, parce que j'avais pas de crevasse et que hormis le fait que j'avais les tétons plats, j'arrivais à allaiter Arthur, mais j'étais très fatiguée, donc on peut pas dire que c'était des grands moments de plénitude, mais en tout cas c'était quand même du bonheur et des bonnes hormones aussi qui circulaient entre nous. Et après mon allaitement a commencé vraiment à rouler comme sur des roulettes à partir du 3e mois de vie d'Arthur. Donc je considère qu'il m'a bien fallu 2 mois pour mettre le pied à l'étrier de l'allaitement et pouvoir régler tous les problèmes qu'on avait pu avoir et avoir un allaitement heureux, on va dire. Mais j'ai vraiment failli tout arrêter quand j'ai eu les crevasses et que j'avais vraiment extrêmement mal et pas de solution rapide. J'ai failli arrêter d'allaiter à un certain moment avec le tire-lait parce que j'en avais vraiment ras-le-bol faut se relever la nuit pour tirer son lait, enfin c'est vraiment pas agréable quoi. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile. Et puis j'ai failli aussi arrêter l'allaitement quand j'ai eu la candidose parce que je vous avoue que c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis j'ai eu aussi à un moment donné un trop plein de lait, alors ça s'appelle et j'ai mis des feuilles de chou, vous savez, pour calmer la douleur. J'ai fait de la fièvre, j'avais 40 de fièvre, presque 40. J'étais chez le médecin et c'était vraiment horrible. D'avoir de la fièvre en ayant nourrisson et tout, enfin je trouve ça, j'avais mal partout, c'était vraiment la catastrophe. Et là vraiment j'ai failli tout arrêter parce que j'ai cru que, enfin des fois on a l'impression qu'on va mourir quoi, alors que non, mais on a vraiment l'impression d'être au bout du bout quoi, et on se dit mais je vais jamais m'en sortir, ce moment là va durer le restant de ma vie. Et c'est là qu'il faut se dire respire, c'est juste un passage et après ça ira mieux, mais quand on est dedans c'est vraiment dur de relativiser. Et aussi j'ai eu une information de mon médecin généraliste qui était fausse. Ça n'empêche que j'ai continué d'aller le voir par la suite parce que c'est pas un mauvais médecin en soi, mais je pense qu'il n'était pas informé de cette il connaissait pas cette information. C'est qu'en fait, du coup j'avais le sein gonflé, j'avais trop de lait, donc j'ai mis des feuilles de chou et puis j'ai eu de l'homéopathie pour faire baisser en fait ce problème de trop de lait. Et il m'a dit en fait pendant que vous avez de la fièvre vous pouvez pas allaiter. Et quand il m'a dit ça, purée, je me suis dit, et c'est un médecin donc on n'ose pas contredire, vous voyez. Et j'avais lu en fait sur le site de la Leche League qu'on pouvait allaiter quand on avait de la fièvre, même quand on avait des maladies infectieuses, quand on avait un truc viral ou même, enfin c'est vraiment au cas par cas, donc il faut vraiment bien se renseigner. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas on a de la fièvre on peut allaiter, mais en tout cas dans mon cas à moi, d'après les recherches de la Leche League, et après j'ai demandé aussi à ma consultante en lactation et à la conseillère de la Leche League locale, et ils m'ont confirmé qu'effectivement je pouvais allaiter même en ayant 39,5 je crois que j'avais de fièvre, et que c'était pas une contre-indication, d'autant plus qu'on savait d'où venait la fièvre en fait. Et c'était pas une contre-indication à l'allaitement. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a quasiment aucune raison de ne pas allaiter quand on est malade. Il y a quelques maladies et quelques symptômes ou quelques cas dans lesquels on ne peut pas allaiter, et donc du coup moi je vous invite à vous renseigner avant même d'accoucher sur ces cas-là, et après soyez droite dans vos baskets quoi, parce que en fait vous pouvez allaiter la plupart du temps. Et donc du coup c'est important de le savoir parce que si vous arrêtez d'allaiter vous devez tirer votre lait et le jeter. Et donc si vous voulez continuer d'allaiter après la maladie, en fait vous êtes obligé de tirer votre lait puis de le jeter. Tirer le lait pour pas arrêter en fait d'en produire. Vous pouvez pas juste arrêter d'allaiter et puis donner du lait en poudre et puis 3 jours après recommencer, ça marche pas comme ça. Si vous arrêtez d'allaiter, vous allez baisser la production de lait et du coup vous n'allez pas pouvoir reprendre l'allaitement normalement. Donc il faut tirer son lait, le jeter, donner un autre lait au bébé, et après quand vous êtes guéri, donc c'est un bordel monstrueux quoi. C'est toutes les raisons, ça donne toutes les raisons aux femmes d'arrêter d'allaiter quoi. Donc du coup il faut vraiment bien se renseigner. Et la leçon que je tire en fait de cette expérience, c'est que moi personnellement mon allaitement a roulé au bout du 3e mois de vie d'Arthur. Et je me dis c'est fou parce que la plupart des femmes que je connais autour de moi qui ont allaité,
Elles ont allaité les 3 premiers mois pendant qu'elles étaient en congé maternité, enfin les 2 mois et demi on va dire qui suivent l'accouchement. Et quand elles ont repris le travail, elles ont arrêté l'allaitement. Alors il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui pour ne pas arrêter l'allaitement quand on reprend le travail, mais la plupart des femmes que je connais autour de moi, c'est ce qu'elles ont choisi de faire, d'arrêter d'allaiter quand elles sont retournées travailler. Et je me dis, moi, si j'avais dû arrêter d'allaiter parce que je retournais travailler, que c'était un choix, mais en fait j'aurais pas profité de mon allaitement. Parce que ça a commencé à être vraiment sympa et vraiment agréable pendant ce 3e mois. Donc je me dis, j'aurais fait tous ces efforts-là pour finalement en profiter vraiment pas longtemps. Alors heureusement, grâce au métier que je fais, grâce au fait que je travaille à la maison, grâce au fait que on a quand même beaucoup de choses qui sont automatisées, j'ai pu continuer d'allaiter jusqu'aux 6 mois exclusivement, faire que de l'allaitement exclusif. Et ça a été vraiment un beau moment avec Arthur, ou des beaux moments parce que bien sûr ça revient souvent. Je vous avoue que pour la nuit, je sais pas comment les parents font, ils le font, hein, il y en a plein qui le font, mais je sais pas comment ils font pour se relever, faire les biberons et tout. C'est vrai que l'allaitement c'est hyper pratique pour la nuit. Ça veut pas dire qu'on n'est pas explosé et épuisé le restant du temps, hein, on est quand même fatigué, hein, je vous rassure. mais j'avoue que c'était quand même un confort. Et puis on a pratiqué le cododo à la maison et on avait acheté le lit cododo de Kiko. Donc du coup c'est vrai que c'était vraiment très confortable pour les nuits et même pour les journées. Et il y a vraiment un plaisir particulier, en tout cas moi j'ai trouvé un plaisir vraiment particulier, une source de bonheur et de joie à allaiter mon enfant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'espère beaucoup de femmes vivront, et c'est ce que je vous souhaite de vivre si vous êtes une maman, ou une femme qui va devenir maman, une nouvelle maman. Je vous souhaite vraiment de vivre un bel allaitement et surtout de vivre ces belles émotions en allaitant, parce que moi je les ai vécues après avoir vécu toute cette mascarade, on va dire presque. En tout cas, après avoir vécu toutes ces difficultés, j'ai vraiment vécu ce bonheur avec mon enfant, et ça reste des souvenirs qui sont gravés en moi pour toujours, quoi. Alors en voyage, j'ai allaité bien sûr très facilement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'allaitement en voyage, ça sera avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Et oui, pourquoi pas vous faire une vidéo sur l'allaitement en voyage, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Et parce que je sais que cette vidéo va déjà être très longue, donc je vais peut-être pas vous en parler aujourd'hui, mais ça serait avec vraiment beaucoup de plaisir que je pourrais vous partager mon expérience de l'allaitement en voyage, en avion, dans les transports, dans d'autres pays, avec d'autres mœurs, notamment sur l'intimité, l'exhibition de la poitrine, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter là-dessus, donc si ça vous intéresse, ça sera avec plaisir. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir et que ça m'aide énormément pour faire connaître ma chaîne YouTube. Et puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, hein, il y a le petit bouton abonner sous la vidéo, ou sinon même dans le coin de la vidéo, il doit y avoir notre petit logo, et vous pouvez vous abonner à cet endroit-là. Et puis alors maintenant que vous connaissez mon histoire, mon expérience de l'allaitement, si vous avez envie de savoir ce qu'on est devenu après et pendant aussi l'allaitement et après la naissance d'Arthur à la maison, eh bien j'ai fait deux vidéos vraiment où on voit bébé, il est trop mignon. Alors c'est mon fils, donc vraiment je ne suis pas du tout objective, on est bien d'accord, mais j'espère que tous ces moments de tendresse, de douceur, de bonheur et aussi de rire, eh bien vous feront rire et vous donneront aussi des émotions. Donc j'ai fait deux vidéos, bébé Arthur de 0 à 12 mois, et une deuxième de 12 mois à 24 mois, et comme on était en voyage, ça a été filmé à différents endroits. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous mets aussi les liens dans la description en dessous et dans le petit i. Voilà, et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce petit bout, comme il a grandi, et comme il est en pleine santé, et comme il est bien en forme, et c'est un petit bout de bonheur, quoi, du bonheur en barre, comme j'aime bien dire, même si parfois il y a des difficultés et des problèmes et des cris et des pleurs, parce que tous les enfants crient, pleurent et font caca. Et ça n'empêche qu'avoir un enfant, c'est toute une aventure en soi, et ça apporte aussi énormément d'amour et de bonheur. Voilà. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui.
J'espère que mon expérience vous servira d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à partager également votre propre expérience dans les commentaires en dessous de la vidéo. Dites-moi aussi si vous êtes enceinte, si vous envisagez d'allaiter ou pas, et si vous avez eu des enfants, si vous les avez allaités ou pas, et pourquoi vous avez fait ces choix-là. Je trouve que c'est toujours intéressant pour aussi d'autres mamans de pouvoir lire les témoignages et pouvoir aussi voir un petit peu tout ce qui existe dans la nature, parce que on est toutes différentes. Et bien sûr aussi on a nos situations personnelles qui jouent, et je pense que c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe un petit peu partout et que c'est très enrichissant. Voilà, je vous fais des très gros bisous, salut les terriens et à très vite. Bisous bisous, bye bye. Coucou, je suis en train de donner le sein, voilà, à Arthur. Ça se passe plutôt bien. Les nuits sont un petit peu agitées, mais bon, on fait avec, hein. Puis on a redormi sur le matin. Maman, je mets de la lumière. Oui, ses yeux, même moi ça m'éclaire les yeux. Il l'a mis tout seul, j'ai pas contrôlé. T'as vu comme elle est... Ah. Ils ont toujours l'air d'être dans une position. Ah, un petit retour. Oh la lumière. Oh la lumière.